Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, vous vous posez énormément de questions sur le coronavirus, sur les symptômes. Justement, vous avez bien fait de nous appeler au 0826 300 300, puisque le professeur Jean Sibilia est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, avec une première question ce matin en direct. C'est Lucie qui nous appelle. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour Cécile. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre radio. Avec plaisir, on vous écoute. Oui, que je trouve toujours très, très agréable par les sujets tellement différents et toujours très utiles. Oui. Oui, alors voilà, moi je viens vers vous parce qu'en fait, ma question était la suivante, c'est-à-dire que bien souvent, si on est sujet à des allergies, pollen par exemple, ou diverses, est-ce que cela peut se confondre? Est-ce qu'on peut être un sujet à risque pour le coronavirus? Donc, est-ce que ça peut masquer aussi les symptômes du coronavirus? C'est ce que vous vouliez poser comme question aussi. Oui, absolument. Merci Cécile pour la question, parce qu'on arrive dans une saison où ça va devenir de plus en plus fréquent, avec les pollens arrivés de tous les pollens. Alors deux choses, les allergiques ne sont pas plus à risque d'être infectés par Covid-19, donc il n'y a pas de risque, un allergique ne prend pas plus de risque qu'un autre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, un allergique va éternuer, va tousser, va avoir des symptômes, le nez qui coule éventuellement, voire une petite réaction asthmatique, qui peut entraîner une difficulté à respirer. Mais deux choses. Première chose, il n'y a pas de fièvre dans ces circonstances. Il n'y a pas de fièvre dans l'allergie. Quand on fait une réaction allergique, c'est sans fièvre. Donc ça, c'est très important. Et il n'y a pas non plus ces signes qu'on voit très souvent dans les infections virales, que ce soit la grippe ou le Covid, ces douleurs musculaires, vous voyez, ce mal-être, c'est des choses qu'on perçoit bien. Deuxième chose, un allergique se connaît généralement. Il sait qu'il refait à tel moment de la saison, tel symptôme. Il y a une sorte de récurrence, comme on dit, c'est-à-dire que ça revient chaque année. Donc il sait très bien. Et je crois qu'il faut toujours écouter le malade. Il sait toujours, il se connaît, on se connaît soi-même. Et donc on a l'intuition que c'est la même chose ou pas. Si vous avez le moindre doute, évidemment, vous en discutez avec votre docteur, vous allez le voir, il vous ausculte, vous écoutez les poumons, vous regardez dans le nez, dans la gorge, et n'hésitez pas, appelez votre docteur. On le dit, il y a disons trop de gens qui n'osent pas voir leur médecin à l'hôpital ou dans leur cabinet. Faites-le, mais soyez rassurés, ça devrait bien se passer, et faites confiance à ce que vous connaissez de vous-même. Justement, Jean, à partir de quelle température on peut s'inquiéter? Parce que une température classique, c'est quoi? C'est 36,5 à peu près. À partir de combien de temps? De quelle température? Alors d'abord, il faut savoir, c'est tout bête, mais il faut savoir prendre la température. C'est pas si facile. Vous savez, entre la température dans l'oreille, la température intrarectale qui est la référence et la température sur la peau, c'est pas la même chose. Donc attention au thermomètre, aux mesures, parce que parfois les systèmes de mesure à la maison ne fonctionnent pas. Donc ça, il faut se méfier. Donc parlez-en, les pharmaciens connaissent très bien ça pour avoir, j'allais dire, l'outillage, l'outil qui marche, quoi. Déjà pour commencer. Après, si l'outil marche bien, la température du corps ne doit pas dépasser 37,8 et au-delà de 37,8, vous avez de la fièvre. Alors, c'est très variable, 37,5, la sensation de fièvre a un rôle aussi, mais il faut la mesurer et au-delà, en dessous de 37,8, vous êtes dans une température dite normale. D'accord, voilà. Merci beaucoup Lucie de nous avoir appelé au 0826 300 300. Si vous avez des questions bien sûr autour du coronavirus, vous nous appelez. Il y a une info qui est sortie aussi, Jean Sibilia, les fumeurs seraient moins atteints par le virus. La nicotine pourrait être visiblement un remède préventif et curatif contre le Covid-19. Est-ce que c'est possible? Alors Cécile, on va tout de suite dire la seule chose qu'il faut dire, ne fumez pas. Oubliez cette information qui n'a aucun sens pour le quotidien. Donc, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont se mettre à fumer. On va être obligé de vous expliquer évidemment la réalité des choses. Donc surtout, on va commencer vraiment par le bout. Ne fumez pas, ça sert à rien. Alors, scientifiquement, il y a des éléments aujourd'hui, mais aucune certitude absolue. Mais il semblerait que la nicotine qu'il y a dans le tabac, dans la cigarette, cette nicotine aurait un effet protecteur et pourrait empêcher le virus
de pénétrer l'organisme, voire de développer une réaction inflammatoire. Ça reste encore à démontrer parce qu'en fait, on a des récepteurs nicotiniques, des récepteurs à la nicotine dans le cerveau, mais aussi dans la région olfactive, dans les zones où le virus passerait. Donc, il y a cette hypothèse-là, mais non démontrée. En revanche, ce qu'on savait déjà, si vous êtes fumeur, si vous fumez et vos poumons sont en mauvais état, là, vous êtes à risque, clairement, et ça a été largement identifié en Chine, en Italie et chez nous. Si vous êtes un fumeur avec un mauvais état pulmonaire, vous êtes à risque de faire des complications du Covid si vous infectez. Donc clairement, le message pratique pour les gens, c'est très intéressant. C'est intéressant de discuter nicotine, récepteur nicotinique. Peut-être que c'est une piste de traitement pour demain. Il faudra y réfléchir. C'est scientifiquement intéressant. C'est pratiquement inutile. Donc vous oubliez. Parce que j'ai déjà des amis qui m'ont appelé hier soir en me disant mais c'est génial, mais je vais doubler ma consommation de tabac, comme ça je suis protégé. J'ai dit mais non, surtout pas. Quoi. Ouais, voilà. Donc le message il est clair. Ça ne oubliez l'information, c'est de la science, c'est pas de la pratique aujourd'hui. Et ne fumez pas, ça n'a aucun intérêt. La fumée tue beaucoup plus. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que en France, le tabac tue à peu près 100 000 personnes par an. Oui, c'est encore beaucoup plus que le Covid. Voilà. Oui, absolument. Clair. Et puis il y a une autre piste qui émerge aussi, c'est la piste génétique actuellement explorée. Il semblerait que la génétique pourrait expliquer pourquoi des patients jeunes et en bonne santé développent des formes graves de Covid. Oui, alors ça c'est un travail qu'on mène d'ailleurs chez nous avec dans mon équipe de recherche avec mon ami Sierra Gnarad. On étudie les sujets jeunes sans facteur de risque, c'est-à-dire sans obésité, sans hypertension, sans diabète, etc. Et on essaie de voir si génétiquement il y a un facteur qui pourrait protéger ou aggraver. Alors il y a des pistes publiées déjà. C'est trop compliqué pour l'auditeur, mais dans notre système immunitaire, on a des gènes qui codent pour certaines parties les fameuses molécules HLA, qui sont les molécules qu'on utilise pour les greffes d'organes. Donc c'est juste pour vous dire que c'est des molécules qui codent pour des cartes d'identité génétiques de notre système immunitaire. Et on a déjà identifié des profils HLA qui sont plutôt favorisants ou plutôt défavorisants vis-à-vis de l'infection à Covid-19. Donc il y a vraiment des profils qui s'identifient, mais c'est un vrai travail de fourmi. Il va falloir travailler, d'abord il faut les prélèvements, il faut bien connaître les malades, il faut connaître l'évolution, il faut avoir l'ADN de ces malades. Donc c'est un travail de fourmi de laboratoire, mais ça sera passionnant de savoir s'il y a des choses, et il y en a certainement, on le sait, pour d'autres infections, il y a des choses qui prédisposent et des choses qui protègent. Donc là aussi, c'est une piste scientifique très intéressante pour l'avenir. Et on le saura quand ? C'est-à-dire qu'on pourra imaginer, c'est quoi le délai aujourd'hui ? Ça peut aller vite parce que, pour une raison là aussi extraordinaire, il faut aussi s'émerveiller un peu de ce qu'on est capable de faire. Je vous rappelle que ce virus, on ne le connaissait pas, on le dit presque chaque fois, on ne le connaissait pas il y a 2 mois. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. L'épidémie de sida, on a mis des années et des années et des années à d'abord savoir qu'il s'agissait d'un virus. On l'a oublié. Alors c'est vrai que c'était il y a plus de 20 ans, maintenant 30 ans presque, mais on va à un rythme qu'on n'a jamais vu. Or là, avec les outils de la génétique d'aujourd'hui, on a aujourd'hui des petits appareils tout simples qui, en quelques heures, vous séquencent l'intégralité du génome humain. Il y a encore 20 ou 30 ans, il fallait un immeuble. Et ça coûtait des millions d'euros. Aujourd'hui, avec 1000 euros, vous séquencez un génome humain en pratiquement une nuit. Donc on est capable aujourd'hui de faire des prouesses technologiques incroyables, ce qui va nous donner logiquement assez rapidement des résultats. Applicables ou pas applicables, ça reste de la science. C'est pas du tout sûr que ça serve à quelque chose en pratique quotidienne, mais toute piste est bonne à explorer. Je crois qu'il faut tout regarder, quoi. On a un champ devant nous, regardons tous ces éléments-là. Ben justement, c'est la question que je voulais vous poser. Comment se fait-il que des informations type la nicotine dont on vient de parler, comment se fait-il ? C'est-à-dire qu'on cherche partout, dans tous les domaines, de tous les remèdes possibles imaginables. Faut élargir vraiment le sujet ? Alors c'est intéressant parce que je pense que ça méritera d'être décrit, c'est-à-dire quel est le comportement des médecins et des scientifiques devant une découverte et devant l'incertitude. Finalement, je crois que depuis l'épidémie de sida, il n'y a pas eu d'exemple équivalent. Il n'y en avait pas les outils autrefois. Donc aujourd'hui, vous avez 2 stratégies. La stratégie, globalement, je simplifie un petit peu, la stratégie systématique, où on se dit, voilà, j'ai un virus, je sais ça, je ne sais pas ça, et de façon très systématique, je vais regarder quel est son récepteur, comment il rentre dans la cellule, par quel récepteur, comment il se réplique, comment il vit dans la cellule. On va regarder des trucs très très systématiques de biologie cellulaire, et parallèlement, il y a une approche que j'appelle intuitive, ou simplement par réflexion analogique. Et on le fait tous les jours en se disant, tiens, l'infection Covid ressemble
à une autre maladie. Et notamment, on avait évoqué, ça a été d'ailleurs dit ce matin, je l'ai entendu, mais on l'avait déjà évoqué chez nous il y a 3 semaines, il y a une analogie entre une maladie génétique extrêmement rare qui touche les enfants, qu'on appelle le SABI syndrome, qui donne très curieusement une atteinte pulmonaire et une atteinte cutanée. Donc vous voyez me venir, et on voit qu'il y a des analogies fortes avec l'infection à Covid-19. Là, c'est de l'intuition pure. C'est qu'on avait vu ça entre nous déjà il y a 3 semaines. On s'est dit tiens, c'est bizarre, ça ressemble un peu au Covid, et ça vous permet de lancer un travail de recherche par intuition, et vous allez chercher, et ça c'est toute l'ingéniosité de nos chercheurs et de nos médecins. Ouais. Merci, Merci beaucoup, Jean-Similien. Jean-Similien. Je vous conseille de